Alors, bonjour à tout le monde. Je tiens à vous remercier pour accepter notre invitation à ce premier webinaire présenté en français par notre bureau USB Certification. Donc, ce webinaire, ce sera l'occasion de parler des nouvelles exigences et mises à jour du standard Content Claim Standard selon sa dernière version 3.0. La durée de la présentation sera de 40 minutes jusqu'à 50 et on laissera vers la fin une 2 minutes pour recevoir vos questions. Et bien sûr, nous allons vous communiquer nos adresses pour nous communiquer toutes vos questions, tout point confus. Et bien sûr, nous allons partager le support de la présentation et également l'enregistrement de ce webinaire. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous parler un peu sur notre bureau USB Certification. C'est un bureau qui réalise des audits de conformité et conformément aux standards nationaux et internationaux et effectue des certifications selon des normes depuis de plus de 20 ans. Notre philosophie fondamentale est de faire sentir à nos clients que nous sommes un partenaire commercial avec une valeur ajoutée à leur processus d'améliorer notre mentalité de service dans une optique d'amélioration continue. En tant que USB Certification, nous visons à accroître la compétitivité de nos clients et à la rendre durable grâce à nos accréditations nationales et internationales, autorités, représentants, partenaires de solutions, experts et personnel professionnel expérimenté. Tout en réalisant notre vision de croissance durable avec notre stratégie de mondialisation, notre efficacité opérationnelle et nos infrastructures solides, nous contribuons au développement des organisations que nous certifions grâce à notre approche d'audit indépendante et impartiale et à nos services à valeur ajoutée. Cette présentation vous sera donnée par moi-même. Je m'appelle Hicham Etmani, je suis le directeur des opérations du USB Certification au Maroc. Et quand on vous communiquera nos supports de présentation, vous pouvez nous joindre pour demander toutes vos questions via email. Les mises à jour dont on va parler pendant cette présentation concerneront les documents listés liés au standard CCS, Content Claim Standard. Les liens qui seront concernés par ces mises à jour sont donnés sur la présentation. Et bien évidemment, les mises à jour vont concerner tous les standards de Textile Exchange, y compris GRS, RCS, OCS et j'en passe, basés sur Content Claim Standard, le standard de déclaration contenu. Ces mises à jour sont applicables pendant tous les audits et demandes de certificats de transaction effectués après le 1er juillet 2022. Les exigences de cette norme sont applicables, comme on a dit, sur les standards. Et les critiques ou bien les mises à jour les plus importantes que ces standards vont connaître, on peut les citer au résumé sur 6 points. Le premier point, c'est que tous les sites seront soumis à une analyse des risques et à la définition de fréquence des inspections, audits, sur site sera déterminé en fonction de résultats de cette analyse des risques. Cela veut dire que dorénavant, les bureaux de certification seront amenés à réaliser des analyses des risques selon la situation des sociétés qui souhaitent se certifier. Et l'audit peut être fait à distance si la société répond
à l'analyse du risque que le bureau de certification a bien réalisé. Le deuxième point, il s'agit que certaines clauses seront obligatoires dans vos contrats avec vos sous-traitants. Cette clause va bien sûr concerner les sociétés qui font des produits finis et qui utilisent des sous-traitants. Le troisième point, c'est que vous devrez effectuer un audit interne par rapport aux règles du CCS chaque année. Cela veut dire que chaque société doit effectuer une auto-évaluation pour bien identifier le niveau de conformité de la société par rapport aux exigences de standard, et cela doit être fait au moins annuellement. Le quatrième point s'agit que dans les normes qui ne sont pas soumises à des exigences légales, par exemple l'OCS et RCS, ces deux standards ne comprennent pas des exigences relatives aux conformités légales. Avec cette mise à jour, ces points-là peuvent être relevés ou bien soulevés comme non-conformité si l'auditeur a identifié une non-conformité par rapport à une exigence légale. Par exemple, le travail des enfants, le travail forcé sera considéré comme une non-conformité critique dans toutes les normes de Textile Exchange. Le cinquième point concernera les documents financiers qui vont commencer à être demandés pendant les audits pour s'assurer de toutes les transactions et pendant la demande des certificats de transaction. Le 16e point est que toutes les sociétés sont demandées d'identifier les marges de perte dans leur processus. Et ces marges de perte qui vont être définies par les sociétés vont être prises comme référence dans les demandes de TC, les certificats de transaction. Excusez-moi. La nouvelle chose qu'on doit considérer à partir de cette nouvelle mise à jour, c'est que chez Textile Exchange, on doit faire la différence entre trois types d'unités. La première catégorie est l'organisation, qui est la société mère, qui est une entité juridique qui est en train d'être certifiée ou bien déjà certifiée par rapport à une norme. Et dans ce cas, le certificat de portée appartient à l'organisation, la société mère, qui pourra avoir un ou plusieurs sites. Et ces sites-là seront nommés comme unités ou associés. La deuxième catégorie des unités, c'est les sous-traitants associés. Un sous-traitant associé, c'est un sous-traitant qui n'est pas indépendant, certifié et plutôt audité dans le cadre de l'audit de l'organisation, la société mère, qui détient le certificat de portée. Ça veut dire que le sous-traitant associé, et ce sont des sous-traitants qui sont audités en même temps que la société principale et qui sont déjà inclus dans le certificat de portée de la société mère. La troisième catégorie sont les sous-traitants indépendamment certifiés. Ce sont les sous-traitants qui disposent de leur propre certification et sont indépendamment certifiés. Alors, ce type bien cette catégorie d'unité est bien identifiée dans la définition et les demandes de certification de chaque unité. Dorénavant, donc, si l'organisation agit en tant que sous-traitant pour une autre organisation contractante qui est déjà certifiée par rapport à n'importe quelle norme de Textile Exchange, l'organisation doit informer son organisme de certification de l'accord et doit s'assurer que tous les critères du contrat avec l'organisation contractante sont bien respectés. Donc ça, c'est parmi les points les plus importants que cette mise à jour a bien souligné. Les contrats entre toutes les sociétés et les sous-traitants doivent être bien établis. Et c'est un point qui va être contrôlé pendant les audits.
Il y a encore un point concernant les contrats avec des sous-traitants. Donc, chaque organisation peut sous-traiter la manutention et le traitement des matériaux déclarés. Les matériaux déclarés, généralement, dans notre cas, veut dire des matériaux organiques ou bien recyclés. Et dans ce cas, l'organisation agit en tant qu'organisation contractante et doit conserver l'entière responsabilité de la conformité à la norme pour les matériaux sous-traités. Ça veut dire que chaque société qui veut sous-traiter une activité et doit conserver l'entière responsabilité par rapport à toutes les commandes ou bien les matériaux sous-traités. Et la deuxième exigence, c'est que les sous-traitants ne doivent pas avoir une propriété commune avec l'organisation contractante. Cela veut dire tout simplement que si un propriétaire a plusieurs unités, il ne peut pas auditer séparément les unités qui sont sous la même propriété légale. Concernant les sous-traitants associés, donc chaque organisation doit avoir bien sûr un contrat valide avec chaque sous-traitant associé. Comme on a déjà défini, les sous-traitants associés sont les sous-traitants qui sont audités en même temps que l'organisation mère. Donc, ils sont inclus dans un seul certificat de portée. Donc, ce contrat doit identifier le travail à externaliser et précise que le sous-traitant doit répondre à tous les critères de certification, bien évidemment, et doit maintenir une séparation physique des matériaux déclarés de tous les autres matériaux présents sur le site de sous-traitant et doit accepter et permettre à l'organisme de certification d'effectuer des audits du sous-traitant conformément à la norme, ne pas faire de déclarations liées à la norme sur les produits, y compris les déclarations selon lesquelles le sous-traitant est certifié selon la norme ou toute utilisation de logo de la norme. Et la dernière chose à noter, c'est qu'il ne faut pas externaliser davantage. Si une commande est bien sous-traitée ou un produit est bien sous-traité, le sous-traitant ne peut pas sous-traiter davantage. La troisième catégorie des sous-traitants indépendamment certifiés. Donc, concernant cette catégorie, l'organisation, bien sûr, doit avoir toujours un contrat valide avec chaque sous-traitant certifié indépendamment et précise que le sous-traitant doit satisfaire à tous les critères de certification applicables à la norme, puisqu'il a déjà son propre certificat. Et la deuxième chose à souligner, c'est que dans les 7 jours calendaires, ils doivent informer l'organisation mère de tout changement dans son statut de certification, par exemple la date d'expiration, la date de recertification. Donc, ce type de sous-traitant doit toujours informer l'organisation avec laquelle il est contracté et les informer sur toutes les mises à jour de sa situation de certification. Le dernier point, c'est qu'il doit fournir à l'organisation un certificat de portée mis à jour lors de la recertification. Donc, après chaque recertification, cette catégorie de sous-traitants doivent communiquer leur certificat de portée à la société mère. Pendant l'audit initial, donc, il y a possibilité que l'organisme de certification effectue un audit initial en tant qu'audit à distance, mais bien sûr, sur quelques conditions. Si l'organisation, par exemple, détient une certification d'une autre norme de Textile Exchange, par exemple, c'est une société qui est déjà certifiée, je dis n'importe quoi, OCS, et veut rajouter une nouvelle certification RCS. Donc, c'est un cas possible pour réaliser un audit à distance. Pour effectuer un audit à distance pendant un audit initial, donc le site ne doit pas rajouter la certification GRS, puisqu'il déjà contient des exigences sociales et environnementales qui ne sont pas comprises dans les autres standards OCS et RCS.
à titre d'exemple. La deuxième condition, c'est que la date anniversaire sur le même certificat, mois et jour. Donc, s'ils veulent rajouter un nouveau standard et que l'audit initial sera fait à distance, donc il faut que les deux certificats soient aient le même anniversaire, la même date d'expiration. La nouvelle chose que le standard a souligné également parmi ces mises à jour est que les sociétés ne peuvent pas être couvertes dans plusieurs certificats en tant qu'unité principale ou secondaire. Par exemple, si une société elle a déjà son propre certificat, elle ne peut pas être sous-traitée comme sous-traitant d'une autre société dans un autre certificat de portée. Sauf si le site a une portée principale et plusieurs certifications sont autorisées par la norme ou ses procédures de certification. La chose la plus importante également pendant ces mises à jour, c'est que lorsqu'un sous-traitant indépendamment certifié est inclus dans le champ d'application d'une certification, donc l'organisme de certification doit obtenir le volume de matériaux certifiés en cours de traitement pour d'autres entités en procédant comme suit. Donc, si l'organisation et le sous-traitant sont certifiés avec le même organisme de certification, il faut s'assurer que les volumes d'externalisation de l'organisation sont pris en compte dans l'audit du sous-traitant, ou bien si l'organisation et le sous-traitant sont certifiés par différents organismes de certification. Dans ce cas, il faut informer l'organisme de certification de sous-traitant et s'informer sur les volumes d'activité et les volumes de demande de TC par l'autre bureau de certification. Il y a une nouvelle instruction publiée pendant cette mise à jour également qui concerne la décision de démarrage de production certifiée dans quelques cas. À savoir, par exemple, l'organisation doit détenir bien sûr un certificat de portée valide chaque fois que les matériaux déclarés sont étiquetés avec des allégations garanties, expédiés ou vendus. Donc, dans ce cas, là où une société fait un audit, mais en attendant que le certificat de portée soit délivré, on ne peut pas commencer la production certifiée, à part si la société a une approbation préalable de l'organisme de certification. Et ça, c'est parmi les points qui sont rajoutés dans nos audits. Donc, l'auditeur doit soit approuver ou non le commencement de la production certifiée juste après l'audit. Les règles de l'analyse de risque, donc on a déjà parlé que le bureau de certification doit réaliser des analyses de risque pour identifier la fréquence des audits pour chaque société selon le niveau de risque et si c'est possible de faire à distance ou sur site. Donc, les règles de cette analyse de risque, la société doit être déjà certifiée selon une norme, donc ce n'est pas applicable pour une première certification. Il ne doit pas avoir un écart entre les dates de certificat de portée précédent et le nouveau certificat de portée. La deuxième chose, si le niveau de risque du site augmente à un risque plus élevé, le prochain audit du site sera considéré comme audit initial. Donc, on présente ici un exemple d'analyse de risque que les bureaux de certification doivent commencer à mettre en place. C'est répondre à quelques questions pour identifier le niveau de risque de chaque société. Et par la suite, on décide si le risque est élevé ou bien il est moyen ou il est beaucoup plus bas. Et chaque situation, dépendant du type de l'organisation, s'il s'agit d'une unité de production, bien une chaîne d'approvisionnement ou de distribution,
des sous-traitants associés, on peut identifier, comme vous voyez sur le tableau, on peut avoir un audit sur site annuel si le risque est bien élevé. On peut avoir pour la chaîne d'approvisionnement, par exemple, si le risque est bien moyen. On peut avoir un audit initial sur site. Et pour les 4 années suivantes, il sera uniquement un audit à distance. Donc, selon cette analyse de risque, des sociétés ou bien le bureau de certification peut identifier la fréquence et le type d'audit pour chaque société. La conformité, c'est parmi les choses qui sont un peu nouveaux également dans ces mises à jour. Comme vous savez, OCS et RCS et d'autres standards ne contiennent pas une conformité ou bien des exigences légales. Et bien avec cette nouvelle version, donc il y a des choses à contrôler par rapport à cette conformité légale. Donc l'organisme de certification n'est pas tenu d'évaluer activement la conformité légale, sauf lorsque cela s'applique à la norme particulière. Cependant, l'organisme de certification doit émettre une non-conformité si l'organisme, bien sûr, c'est la société, est identifié comme étant en dehors de la conformité légale lors d'audit. La non-conformité peut être mineure, majeure ou critique en fonction de l'échelle et l'importance de la conformité légale. Et ici, on cite 2 exemples pour une organisation ayant un audit initial pour le GRS et RCS en même temps. Et durant l'audit, les non-conformités légales aux critères relatifs au module environnemental GRS sont identifiées. Dans ce cas, une non-conformité relative aux non-conformités légales doit être émise dans le cadre de l'audit RCS. Pour résumer, donc, pour les standards où il n'y a pas des exigences légales bien définies, comme on a déjà cité, OCS et RCS, on doit soulever les non-conformités qui concernent la conformité à la loi locale, que ce soit dans le côté environnement ou dans le côté social et n'importe quelle autre conformité légale. Au cours d'un audit OCS, l'auditeur constate des violations des règles légales applicables en matière de santé et sécurité au travail. Dans ce cas également, une non-conformité relative aux non-conformités légales doit être émise. Et cela, bien sûr, c'est relatif à la loi applicable dans chaque pays où la société est bien liée. L'organisation, c'est parmi toujours les choses à mettre c'est-à-dire en place et avoir conscience que ça va être inclus dans les audits OCS et les autres standards où il n'y a pas des exigences légales. Les organismes de certification doivent délivrer des non-conformités critiques à toute organisation au site où des preuves suggèrent que l'une des pratiques suivantes, collectivement ou pratiques inacceptables, se produisent. Par exemple, les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la Convention 182 de l'Organisation internationale du travail, ou bien par rapport au travail forcé et sous-obligatoire tel que défini par la Convention 29. Donc, toutes ces nouvelles exigences qui concernent la conformité à la loi locale ou bien aux conventions internationales que les pays ont bien signées, donc ils vont être prises en considération comme référence dans la conformité légale. Les audits internes, donc comme on a déjà expliqué, selon cette nouvelle exigence, chaque société doit mener un audit interne, une auto-évaluation régulièrement, au moins annuellement, pour l'évaluation de leur propre conformité à la norme CCS. Et si quand on lit CCS, ça veut dire n'importe quelle norme de Textile Exchange. L'audit interne doit être documenté avec les non-conformités identifiées, avec les plans d'action relatifs pour la clôture des non-conformités identifiées pendant l'audit interne. Donc, ces points-là seront parmi les points à contrôler pendant les audits.
La réconciliation des volumes et les bilans de masse. Ça, c'est un point ancien, mais il a été renforcé pendant cette mise à jour. Donc, au cours de l'audit initial ou de recertification, donc chaque bureau de certification doit effectuer des vérifications du rapprochement des volumes de l'organisation, des matériaux déclarés, comme on a dit, organiques ou recyclés, et non déclarés, des produits conventionnels, uniquement les volumes totaux d'entrée et de sortie, et qui sont suivis de manière similaire en matière déclarée. Donc, le bureau de certification doit faire un rapprochement, une comparaison entre le total des produits certifiés reçus et le total des produits conventionnels et le total des produits qui sont achetés comme certifiés avec des certificats de transaction d'entrée, mais qui sont vendus comme non certifiés, c'est-à-dire sans certificat de transaction de sortie. L'organisme de certification doit examiner les documents et les quantités avant d'émettre un certificat de transaction avec tous les intrants matériels déclarés, comptabilisés par les certificats de transaction entrantes, sauf autorisation contraire d'une norme primaire. Au minimum, l'organisme de certification doit vérifier les documents et quantités par rapport aux critères de CCS ainsi que les éléments suivants. Donc, les points qui sont rajoutés dans cette nouvelle version, c'est que les copies des factures et les documents d'expédition et des certificats de transaction d'entrée seront demandés pour chaque demande de certificat de transaction de sortie. Bien sûr que cette question de certificat de transaction, les sous-traitants ne sont pas concernés. Peut-être on va aborder ce sujet dans nos prochains webinaires. Mais ce qui est important à mettre en considération, c'est qu'il y a de nouveaux documents qui sont demandés pour les sociétés qui souhaitent recevoir des certificats de transaction. Le deuxième point, c'est que les facteurs de perte attendus ou bien expectés dans la production par processus et type de catégorie doivent être donnés et doivent être comparé avec les certificats de transaction, bien des pertes réelles de la société. La quantité de matériel réclamé expédié en stock, donc ça veut dire qu'il faut donner toujours la situation de stock des produits qui sont réclamés, organiques ou recyclés, et la quantité restant en stock. Le quatrième point important, c'est les dossiers financiers. Avec cette nouvelle mise à jour, toutes les transactions doivent être contrôlées du côté financier également. On doit prouver la conformité des transactions financières et leur correspondance au certificat de transaction. Et ça va être fait par échantillonnage selon le nombre de TC que chaque société délivre par an. L'organisme de certification va vérifier les quantités de pertes dans les certificats de transaction. Ce qui est important dans ce point, c'est que les facteurs de perte que les sociétés déclarent pendant les audits vont être pris en considération dans la délivrance des certificats de transaction. Donc, il est bien souligné qu'il est important de donner une marge qui est réelle et qui ne soit pas trop loin de la réalité. Alors là, on voit qu'il y a une table pour l'échantillonnage et la vérification des TC pour les sociétés qui font des produits finis. Donc, selon le nombre des TC que chaque société réalise par an, donc, par exemple, entre 1 et 100, au moins 5 certificats de transaction, ou bien 5%, en choisissant le plus grand, vont être contrôlés. Donc, comme j'ai dit, c'est parmi les points que cette conformité des enregistrements financiers va être contrôlée.
Lorsque les certificats de transaction sont approuvés sans vérification des enregistrements, en raison de l'indisponibilité des reçus bancaires, euh, donc, pour donner juste un exemple, si une société veut émettre un certificat de transaction, mais ils n'ont pas encore, eux, reçu de registre financier, de relevé bancaire de leur banque, peut-être parce que le paiement n'est pas encore réalisé. Alors, dans ce cas, l'organisme de certification doit vérifier les enregistrements financiers par échantillonnage, comme on a déjà mentionné, selon une analyse des risques. Il doit contrôler les reçus bancaires, les SWIFT, des lettres de crédit, dossiers d'impôt sur le revenu, de tous les matériaux d'entrée et de sortie certifiés par le détenteur de certificat de portée en utilisant les éléments ci-dessous, méthode d'échantillonnage, comme on a déjà expliqué. Là, il y a des cas de figure. C'est l'accord entre la société A et B stipule que les conditions de paiement seront réalisées après l'émission des TC. Dans ce cas, le TC peut être publié sans révision des documents financiers et le contrat entre A et B doit être téléchargé sur notre système USB Prova. Sinon, si les deux sociétés sont certifiées par deux différents bureaux de certification, donc il devrait y avoir une obligation de fichier nommé documents financiers sur le TC et ces documents financiers devraient être rajoutés à la section des fichiers. Comme information complémentaire, l'auditeur doit vérifier ses conditions financières pendant l'audit de renouvellement par échantillonnage selon le top contributors dont les dossiers financiers n'ont pas été vérifiés. Ce point concerne le rapprochement des volumes. Donc, la nouvelle chose qui est prise en considération pendant cette mise à jour, c'est que les volumes que la société déclare comme quantité d'entrée et de sortie seront comparés avec l'audit de flux de mouvement ou bien le diagramme de production. Donc, un audit de flux et de mouvement à travers les installations, les processus, y compris la prise en compte des facteurs de perte et calcul de composition par catégorie de processus. Donc, ces rapprochements de volume seront pris en considération pendant cet audit de flux. Donc, pour simplifier, les quantités qui sont déclarées par les sociétés comme quantité d'entrée et de sortie seront comparées avec la capacité de société. Et la capacité de chaque société est peut-être auditée à travers l'audit de flux, pour savoir le nombre de machines, le nombre d'unités de production, etc. Lorsqu'un mélange est appliqué sur le produit, il convient d'indiquer comment il est dosé lors du mélange d'un produit déclaré et un produit non déclaré. Donc là, on parle de le calcul de la composition. Si on mélange deux matières premières pour produire un produit fini, donc on doit prendre le dosage en considération pour bien identifier la quantité de matériaux déclarés dans le produit fini. Si le code de la matière première d'entrée est le code RM selon ASR, selon la codification de Textile Exchange, de sortie sont différents l'un de l'autre, l'onglet de calcul de la composition doit être renseigné par l'entreprise. Ça veut dire que s'il y a une différence entre le code de la matière première d'entrée et de sortie sont différents, il y a obligation d'entrer le calcul de composition du produit. En cas de différence trouvée par mélange avec une fibre conventionnelle entre le calcul de composition et la composition sur les TC de sortie, la différence entre le résultat et la composition de TC de sortie ne doit pas diverger de plus de 3%. Si la différence est supérieure à 3%,
un test d'analyse de fibres sera demandé et doit être effectué par un laboratoire accrédité. L'organisme, selon le standard, l'organisme doit examiner un rapprochement, une réconciliation des volumes au moins une fois par an pour s'assurer que les informations sont correctes. Et cela comprendra, donc le nouveau point qui est rajouté à C3.8.1, c'est qu'il y aura une comparaison des facteurs de déchets réels aux facteurs de déchets attendus. Les écarts de plus de 5% par rapport aux facteurs de déchets attendus doivent faire l'objet d'une enquête. Donc, comme j'ai déjà dit, les facteurs de déchets seront pris en considération entre le réel et l'attendu, ce qu'on déclare au départ. Si l'écart est plus de 5%, donc ça doit faire l'objet d'une enquête. Sur l'écran TC, la perte moyenne, la perte de fabrication déterminée par l'auditeur pendant l'audit sur site de processus concernés sera comparée avec la perte de fabrication dans les demandes de TC. Cela veut dire que sur notre portail Prova, si la société déclare un facteur de déchet dans leur processus, donc ce facteur va être pris en considération dans toutes les demandes de TC qui vont venir. Les garnitures et accessoires peuvent être exclus des calculs de composition et produits textiles et des chaussures lorsqu'elles ne sont pas des matériaux déclarés et lorsque le total des accessoires ne représente pas plus de 10% du poids total du produit. Dans cette exigence qui concerne le calcul de composition, tout simplement, si le total des accessoires qui sont rajoutés au produit est inférieur à 10%, donc on peut exclure le calcul de composition avec la considération des accessoires. Mais si le total, ou bien le total de poids des accessoires est plus de 10%, dans ce cas, il faut bien le prendre en considération. Avant chaque expédition de matériel réclamé, organique ou recyclé pour la sous-traitance, un sous-traitant indépendamment certifié, la nouvelle chose qui est rajoutée par rapport à ce point, c'est que la société doit informer le bureau de certification de la sous-traitance et suivre les instructions de l'organisme de certification concernant les certificats de transaction pour la sous-traitance. Ça veut dire que si la société veut utiliser un sous-traitant, donc parmi les choses qu'il doit faire, il doit tout d'abord informer le bureau de certification qu'il va utiliser un sous-traitant indépendamment certifié pour lui demander quels sont les documents à fournir pour l'inclure dans le champ de certificat de la société mère. Les certificats de transaction multinormes, ça veut dire des certificats de transaction qui concernent des normes avec le même type de déclaration sur les produits, par exemple RCS avec GRS pour les produits recyclés ou OCS avec autres standards. Donc, les organisations doivent disposer d'un certificat de portée multinorme pour émettre un certificat de transaction multinorme. Donc, si on n'est pas certifié par rapport à toutes les normes demandées, on ne peut pas demander un certificat de transaction pour ces normes-là. Les entreprises qui ne disposent pas d'une certification du portée multinorme ne pourront pas demander un certificat de transaction multinorme à compter du 1er juillet 2022. Et les organisations dont les certificats de portée sont encore valides peuvent demander une transition vers un certificat de portée multinorme. Ça veut dire le rajout d'un nouveau standard, une nouvelle certification, tant que les dates de validité des certificats sont les mêmes. Donc, les deux certificats doivent avoir les mêmes dates d'expiration. En cas de demande de certificat de portée multinorme pour les normes, pour des normes avec des dates de validité différentes,
Un certificat de portée multinorme peut être délivré en synchronisant le certificat avec la date de validité la plus éloignée avec le certificat, avec la date de validité la plus proche. Donc, ici, la date de validité ou bien la durée de validité du certificat sera bien sûr moindre. Qu'est-ce qui va venir? Ce qui suit. Donc, il y aura une transition par rapport à CCS 3.0 qui concernera les marques et les brands. Donc, les sociétés concernées vont être communiquées plus tard, Inch'Allah. Et pour résumer, donc, je rappelle que les points qu'on a déjà cités, donc les mises à jour et les points qui sont édités par rapport à cette nouvelle mise à jour du standard, c'est tous les sites seront soumis à une analyse des risques et la fréquence des inspections et des audits sur site sera déterminée en fonction du résultat de cette analyse des risques. Certaines clauses seront obligatoires dans vos contrats avec vos sous-traitants. Vous devrez effectuer un audit interne par rapport aux règles CCS chaque année. Dans les normes qui ne sont pas soumises à des exigences légales, le non-respect des exigences légales peut également se lever. Par exemple, le travail des enfants, le travail forcé seront considérés comme non-conformité critique dans toutes les normes de Textile Exchange. Les documents financiers, relevés bancaires, reçus bancaires, messages SWIFT peuvent être consultés dans les demandes de certificats de transaction. Et finalement, les marges de perte ou bien les facteurs de déchets doivent être déterminés pour tous les procédés et processus dont les audits seront pris en considération et comme référence dans les demandes de certificats de transaction. Et finalement, je tiens à vous remercier pour votre temps et nous vous informons que nous aurons l'occasion d'organiser davantage de webinaires selon les questions que nous allons recevoir de vous. Je rappelle également que l'enregistrement de ce webinaire et la présentation seront partagés avec tous les participants. Et pour bien répondre à toutes vos questions et les points qui vous apparaissent confus, vous pouvez nous contacter à travers les adresses email ci-dessous. Et ça a été un plaisir de vous avoir et je vous laisse la parole s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je pense que sur les messages, donc je ne peux pas voir si quelqu'un a des questions. Très bien. Donc, dans ce cas, donc, on va attendre vos questions à travers via email. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien, c'est Anouar. Je vous Comment remercie ça va? Merci Barakallah. Je vous remercie énormément pour la présentation, pour Avec plaisir. cette explication, cet éclaircissement par rapport au changement critique sur les référentiels. C'est très, très intéressant d'avoir ces suggestions, ces recommandations-là. Et par la suite, on aura besoin, j'aimerais bien que vous partagez avec nous cette présentation pour la lire attentivement. Et comme ça, personnellement, si j'ai des questions, donc je peux vous l'envoyer à titre professionnel via email. Bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu, c'est Anouar. Donc, donc, vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous écrire, que ça concerne des questions techniques ou n'importe J'ai une quelle autre autre question. demande. Oui? J'ai une autre question. Est-ce que parmi ces changements critiques, il y a des points relatifs à la sécurité, à l'hygiène?
À part la sécurité. le travail des enfants et le travail forcé qui est légal et réglementaire. Alors, comme j'ai dit, ce qui est nouveau par rapport à à ces mises à jour, c'est que il y a des standards où il n'y avait pas des exigences légales. Ce qui est rajouté dans ces types de référentiels, c'est que ça doit être également pris en considération. Ça ne doit être pas le premier objectif, mais ça doit être inclus. Comme j'ai dit, un exemple de société qui ne respecte pas une exigence légale relative à l'environnement. Donc, pour un standard, par exemple, GRS, donc c'est déjà une non-conformité par rapport au standard et à la législation. Mais pour un autre standard où il n'y a pas d'exigence environnementale, on doit également soulever cette non-conformité. Ça veut dire que ces standards, la conformité légale concerne tous les types de sociétés et pour tous les types de standards demandés. Et pour le travail forcé, comme j'ai dit, ou bien les autres exigences, que ce soit dans la loi locale ou dans les conventions internationales du pays et de la société. Donc, par défaut, ça doit être respecté par toutes les sociétés et ça va être inclus parmi les choses à contrôler par l'auditeur. J'espère bien que j'ai bien répondu à votre question. Oui, bien sûr, si, Hicham. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Donc, si vous n'avez pas davantage de questions, donc, je tiens à vous remercier et on se donne rendez-vous au prochain webinaire, Inch'Allah. Et c'était avec vous USB Certification. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Donc, ça dépend de votre horaire. Et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Merci. Merci, c'est Hicham.